Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, vous regardez, écoutez le podcast Ici on en parlait, le tout premier du paysage audiovisuel congolais, un podcast qui vous est proposé par l'agence de communication Kabali Solo. Il s'appelle Monsieur Frédéric Ferraille, c'est le directeur général de Bralico, 10 ans déjà à la tête de Bralico, qui est la filiale congolaise du groupe Castel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abdoul et bonjour aux spectateurs. Comment allez-vous ? Ça va très bien, très bien. Merci de m'avoir invité à l'émission. La jeunesse veut savoir qui est Monsieur Frédéric Ferraille, quel est son parcours professionnel ? Parcours professionnel, déjà 54 ans, donc il y a un petit peu de parcours derrière moi. Il y en a encore devant, certainement, mais j'ai presque envie de dire qu'une grosse partie est déjà derrière. Je n'ai probablement encore que 25 ans devant moi, puisque dans notre groupe, on a l'habitude de travailler très tard. Mais donc, parcours professionnel assez diversifié. Ingénieur en électromécanique de formation, où j'avais suivi ma formation, en fait, pour être pilote de ligne. Je voulais être pilote de ligne quand j'étais jeune. Un rêve que j'ai réalisé par la suite parce que j'ai pu obtenir ma licence de pilote, mais je n'ai pas pu le faire de manière professionnelle parce que quand je suis sorti de mes études en 92, c'était la crise de l'aéronautique au niveau mondial. Donc les compagnies aériennes ne formaient plus pendant une période d'environ 5 ans. Donc je me suis mis dans le monde professionnel et j'ai commencé dans l'informatique. Informatique au niveau application de systèmes d'information géographique. Et tout cela m'a amené à travailler dans un cabinet de géomètre et de créer un cabinet de géomètre en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Et c'est ça qui m'a donné goût au travail sur le continent, la vie également de manière générale sur le continent. Nous avons dû rentrer précipitamment à cause du coup d'État en 2000 au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a, on va dire, certainement abrogé, en tout cas à l'époque, certains projets. Mais le goût et l'envie de travailler, de donner ce qu'on avait à donner au niveau du continent m'a toujours suivi. Et 1 an plus tard, je rentrais dans une société qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Vlisco African Company, qui est une société en fait hollandaise qui travaille sur le continent africain, mais qui produit en Europe, qui produit en Côte d'Ivoire, qui produit au Ghana. Et c'est la marque de pagne que vous connaissez probablement tous, le Dutch Wax, le wax hollandais ou le wax ivoirien d'Uniwax ou de GTP au Ghana. Donc j'ai travaillé avec eux pendant à peu près 5 ans, basé au Togo, où j'en étais le directeur régional. Et puis, j'étais coopté dans la téléphonie mobile, où je suis resté dans un poste de direction générale au Togo, connaissant le pays, ne connaissant pas forcément l'activité de la téléphonie mobile, oui. mais j'avais un ancien PDG qui m'expliquait que dans l'avenir professionnel, dans les choix de carrière que vous faites, il y a souvent 3 composantes. Il y a le secteur d'activité, la fonction, et bien entendu, je dirais l'environnement dans lequel vous évoluez, donc le pays. Le pays, d'accord. Eh bien, j'avais 2 des composantes essentielles qui étaient la fonction et le pays. Je ne connaissais pas encore le métier et je suis ingénieur en électromécanique. Me mettre dans le secteur de la téléphonie mobile n'était pas un énorme challenge en soi. Et donc, j'ai travaillé pendant 11 ans dans la téléphonie mobile pour un groupe qui s'appelle Etisalat. Etisalat Misri, qui est situé en fait dans les Émirats Arabes Unis. C'est, avec un peu de repères, c'est un petit peu le France Télécom de Dubaï. D'accord. Et donc j'ai fait le Togo, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Dans la téléphonie mobile. Dans la téléphonie mobile. La téléphonie mobile est ce qu'on appelle un métier de mass market, en fait de grande consommation. Vous avez en face de vous des consommateurs et des clients, on appelle plutôt ça des clients dans la téléphonie mobile. Et finalement, le parallèle avec la brasserie, puisque j'ai été aussi coopté en 2013 pour joindre les brasseries du groupe Castel, avec un bon challenge. Et quand je me souviens de mon premier entretien avec M. Castel, il m'a dit « Mais M. Ferraille, qu'est-ce que vous venez faire dans la bière? Vous êtes dans la téléphonie mobile, il n'y a pas de rapport. » Il y a un énorme rapport, parce qu'en fait, il faut savoir que la téléphonie mobile, comme je le dis, est un monde de la grande consommation. Oui. Vous avez des clients, et ces clients-là, ils ont besoin d'avoir accès à votre téléphonie mobile partout où ils sont sur le territoire. Avoir accès le plus vite possible, dans la meilleure qualité possible, et dans les endroits reculés du pays.
Mais finalement, travailler dans la bière, c'est exactement la même chose. Vous avez un outil industriel qui est différent, mais vous avez un outil industriel. Vous avez des métiers de la finance, des ressources humaines, du marketing et de la distribution, mais qui finalement sont très proches du monde de la téléphonie mobile, puisque c'est également un secteur de la grande consommation qui a besoin d'avoir des produits disponibles, de qualité et disponibles sur l'entièreté du territoire et être, si possible, bien entendu, devant même la concurrence. Et donc finalement, j'ai rejoint le groupe Castel et je suis là depuis 10 ans, effectivement, au Congo, pour avoir monté la filiale Bralico, qui est la filiale du groupe Castel au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous êtes un génie ou vous êtes quelqu'un qui s'adapte? Oula, la question. Je pense qu'il n'existe pas de génie en particulier. Je pense qu'on doit d'abord s'adapter. Et une des premières qualités, je pense, d'un manager, c'est justement l'adaptation dans un environnement qu'il découvre, qu'il connaît moins. Nous cherchons tous, en tant que manager, une zone de confort. Cette zone de confort, on cherche à l'atteindre parce que, quelque part, être dans une zone de confort, c'est en fait maîtriser son environnement, pouvoir avoir mesuré l'ensemble des risques et des attaques qui peuvent éventuellement venir vous perturber dans votre mission. Mais être dans sa zone de confort, c'est la pire des situations pour un manager, parce qu'il ne se remet plus en question. Une des grandes qualités, je pense, d'un manager, c'est de s'adapter à un environnement, mais de faire en sorte de sortir de sa zone de confort pour ne pas y rester, s'y implanter. Et finalement, il y a une des expressions dans le monde qui dit « qui n'avance pas recule ». Oui. Mais c'est un petit peu la force d'un manager qui se remet en question. C'est de se dire en permanence comment je peux améliorer mon quotidien, comment je peux améliorer mon service, finalement, à la clientèle. Quand vous arrivez en République du Congo, vous avez une concurrence qui est là, qui est installée, qui a le monopole du marché. Quels sont vos plus grands défis quand vous arrivez, les premiers mois, les premières semaines? Vous êtes dans quel état d'esprit et quels sont vos plus grands défis? Alors, nous avions la chance, je pense, en tant que groupe Castel, d'avoir dans notre portefeuille de marque des produits qui étaient déjà quand même connus. D'accord. Des produits qui sont connus dans notamment quelques-uns des 22 pays que j'ai cités. Nous avons effectivement la Castel Beer, qui est une bière assez connue. Nous avions la 33 Export, qui est connue également en Europe. Nous avions la Beaufort. Donc tout cela faisait partie du portefeuille et forcément des stratégies moyen terme que nous comptions développer et mettre en place pour suivre une croissance, développer la société. Mais un des plus grands défis avant ces lancements-là était évidemment de pouvoir créer une équipe, de pouvoir développer les compétences en interne également pour pouvoir faire face à ces défis. Nous évoluons dans un environnement au Congo qui est un environnement essentiellement tourné vers l'économie pétrolière. Pétrolière, oui, c'est vrai. Et donc toutes les ressources, pratiquement, sont tournées autour à la fois des ressources pétrolières et à la fois l'intérêt de travailler dans le secteur pétrolier. Le secteur pétrolier est un monde à part. C'est un monde qui, en général, rémunère mieux. Pourquoi il rémunère mieux? Parce qu'il travaille souvent sur base de projets où il faut aller très vite. Donc, on préfère payer cher une ressource, l'avoir disponible rapidement et éventuellement après la libérer quand le projet est fini. Et donc, la majorité des compétences qui se développent au Congo voudraient travailler dans le monde du pétrole. Nous sommes, nous, dans des industries, je dirais, plus traditionnelles, dans l'industrie commerce et industrie, donc qui sont des environnements dans lesquels les conventions collectives sont différentes de celles du pétrole. Et donc, nous avons du mal à attirer aussi certains niveaux de compétences. Donc, ce qui fait que nous avons choisi de travailler essentiellement avec une jeunesse, avec des jeunes sortant de l'école, avec quelquefois peu ou pas d'expérience, que nous avons décidé d'accompagner et former. Ça donne des avantages, parce que nous n'avons pas de déformation d'ailleurs. Ça donne un défaut ou une difficulté, mais c'est qu'il faut justement les former. Il faut leur donner l'expérience et la formation. Et vous savez, quand on parle de compétences, et là je le dis aussi pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on appelle compétences? Il y a deux choses qui sont pour moi de facteurs essentiels dans la mesure de la compétence. Vous avez la capacité, c'est la première chose. Si vous n'avez pas de capacité à vous développer, eh bien vous ne pourrez pas juger ou être jugé sur base de votre performance et votre compétence. Et derrière la capacité, vous avez maintenant forcément l'expérience qui accumule à ce moment-là des années d'expérience, de travail, de formation et de vécu dans une entreprise. Mais les deux composantes pour parler de compétences sont essentielles. La capacité et ensuite l'expérience. Est-ce que le secteur brassicole rémunère bien? Bralico, c'est une société qui appartient à un groupe. Donc le groupe Castel. Donc il est évident que
la politique de rémunération doit être une politique qui est basée à la fois sur un environnement, on va dire, référentiel dans notre groupe, mais également sur les réalités du pays dans lequel nous évoluons. Donc, Bralico, en tant qu'industrie brassicole, se doit de développer une politique de ressources humaines. Et derrière cette politique de ressources humaines, il y a ce qu'on appelle une grille des métiers. Cette grille des métiers, c'est toute situation, tout poste, toute fiche de poste se situe dans une grille des métiers. Et derrière cette position, eh bien, vous avez une rémunération qui y est associée. C'est comme cela qu'on peut parler de gestion de carrière. Une gestion de carrière s'évolue, se gère en fonction de promotions attendues ou espérées, mais se gère également si vous restez dans le même poste pendant 10 ans, 15 ans. Vous devez savoir si vous avez un potentiel d'évolution au sein même de ce propre poste. Un opérateur peut faire 10 ans, 15 ans. Il ne faut pas des chefs dans tous les environnements. Vous voyez ce que... Donc du coup, il est important que l'employé comprenne quelle est son évolution au sein de l'entreprise s'il même il était au même poste dans les 10 prochaines années. Et donc nous avons des politiques de rémunération qui sont basées aussi sur une évolution d'échelon et qui évoluent en fonction des évaluations annuelles. Une bonne évaluation donne droit à des points, 2 bonnes évaluations donnent droit à une évolution d'échelon. Donc, tous les ans ou tous les 2 ans, un employé évolue dans sa rémunération sur base de l'évolution des échelons. Et nous avons 11 catégories. Catégorie 1, qui en général sont les catégories d'exécution, souvent sans peu de qualifications, comme la manutention, etc. Et nous allons jusqu'à la catégorie 11, qui sont les cadres supérieurs et chefs de service. Et donc, on peut donner une fourchette qui est peut-être très large, mais une catégorie 1 de manutentionnaire peut toucher de mémoire 130 ou 140 000 francs nets. Une catégorie chauffeur, par exemple, catégorie 4, ou un cariste peut gagner 280 000 francs net. Vous avez après une évolution dans la grille catégorielle. Et en fait, quand je vous donne ce montant, ça n'a peu de repères parce qu'en fait, comme c'est évolutif et que c'est généralement une grille qui évolue d'un minimum à un maximum. Donc derrière cela, il y a une évolution annuelle et vous développez, vous savez comment vous allez évoluer dans votre carrière si même vous restez dans le même poste toute votre carrière. Est-ce qu'il y a tous ces avantages, l'assurance maladie par exemple, la sécurité? Oui, bien évidemment. Derrière en fait, la notion de salaire, on ne prend pas uniquement un salaire brut dans sa simplicité. Je dirais derrière l'entretien et la rétention des employés, il y a des politiques de gestion des ressources humaines que l'entreprise met en place. Et évidemment, nous avons une politique de santé où nous prenons en charge 80% des frais de santé de l'ensemble du personnel et également 100% des frais d'hospitalisation. Parce que nous considérons que l'hospitalisation, on n'a pas le choix. Si on doit être hospitalisé ou on a un accident, évidemment, ce n'est pas un choix que l'employé prend. Donc voilà, les soins de santé, c'est important. Et puis il y a évidemment des politiques d'accompagnement au niveau du logement, les primes de logement, primes de transport, etc. Et voilà, une prime de transport, le carburant a augmenté, Bralico a revu sa prime de transport pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Je pense que la prime de transport était à 26 000 francs par mois avant les augmentations de carburant. Elle est passée à 39 000. Donc vous voyez, voilà, c'était un peu une collaboration, j'ai envie de dire, entre ce qui se passe en réalité sur le terrain et l'évolution des conditions salariales que Bralico offre à ses employés. Bralico emploie combien de salariés, combien d'emplois directs, indirects, combien de jeunes? Alors, Bralico, dans son emploi direct, emploie justement 1100 personnes. Donc, Bralico a 1100 personnes en emploi direct. En emploi direct et en emploi temps plein. C'est ce qu'on appelle le FTE, en équivalent temps plein. D'accord. Voilà. Vous avez l'équivalent temps plein de Bralico, c'est 1100 personnes. 1100 personnes. 1100 à travers le territoire, bien évidemment. Oui. Donc, nous avons notre usine de production qui effectivement reprend l'essentiel au niveau des chaînes de production. Donc, c'est l'essentiel de nos activités, mais nous avons fait un choix important qui était d'être très présents sur le marché. Nous voulons être présents au travers de notre réseau de commerciaux et nous avons également une activité qui est très importante chez nous qui s'appelle la prévente. La prévente, nous donnons la chance à énormément de jeunes de commencer dans le métier du commercial. Donc c'est un métier dans lequel ils viennent apprendre, dans lequel ils ont des routings. C'est généralement pris sous forme de prestations. Et donc ils ont des routings dans le cadre de leur suivi des ventes sur le territoire. Et donc, derrière cette évolution-là, l'équipe commerciale, l'ensemble de l'équipe commerciale et des promotions qui ont été données proviennent justement de ces jeunes qui ont évolué et qui ont pu, grâce à la formation et l'accompagnement, être tirés vers le haut et donc évoluer dans la chaîne de commandement et de management de Bralico. D'accord. À votre avis, est-ce que l'industrie brassicole emploie plus que les télécoms, par exemple?
Si on commence à faire un classement, est-ce qu'on a les télécoms, est-ce qu'on a le secteur pétrolier ou est-ce qu'on a les brassicoles? Le secteur pétrolier est un secteur qui travaille plus aussi sous forme de sous-traitance, donc il y a peut-être un peu moins d'emplois directs dans le secteur pétrolier. Un des premiers secteurs, c'est tout ce qui est agricole, normalement. Donc la Saris, par exemple, emploie énormément, près de 4000 personnes. Donc la Saris emploie plus que Bralico, par exemple? Oui, en emploi direct, oui, parce que vous avez les saisonnalités avec les coupes de la canne, etc. Vous avez plus de 4000 personnes qui sont employées de façon directe. Direct, oui. Les télécoms emploient aussi peut-être un peu moins en emploi direct parce qu'en fait, dans notre secteur d'activité, il y a énormément d'emplois directs sur la production. D'accord. Alors que dans les télécoms, l'outil de production est peut-être un peu plus informatique et donc demande un peu moins de ressources directes. Mais ce sont les secteurs, effectivement, qui travaillent dans le domaine de la grande consommation, je vais le redire, dans ce qu'on appelle chez nous, dans nos jargons, le mass market oui. Qui emploie effectivement le plus de personnes. Quels sont vos rapports avec la concurrence? Est-ce que vous êtes ami, par exemple, avec le DG de la concurrence? Mais on ne peut pas parler d'amis parce que c'est vrai que forcément, il est difficile de parler d'amitié directe entre deux concurrents en direct, mais seulement c'est quelqu'un de très sympathique, M. Gadania. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que nous travaillons ensemble vis-à-vis des enjeux de notre secteur d'activité. Parce que derrière les enjeux des secteurs d'activité, je pense que c'est ça le plus important. Nous travaillons pour la construction du secteur d'activité. Nous travaillons pour l'élaboration de plans directeurs pour que va devenir demain le secteur agroalimentaire au Congo. Surtout brassicole. Surtout brassicole. D'accord. Surtout brassicole. Et donc, c'est derrière ces partenariats que nous avons ensemble que nous voyons surtout notre amitié dont vous parlez. L'intérêt commun. L'intérêt commun de travailler et de batailler pour développer cette activité, pour développer globalement le secteur brassicole, mais qui finalement est intimement et étroitement lié au développement de l'agroalimentaire. C'est vrai. Monsieur Ferraille, est-ce que vous pensez qu'au Congo, vous qui connaissez le marché, vous qui avez de l'expérience, est-ce que vous pensez qu'il y a une troisième place pour une autre brasserie au Congo? Alors, pour répondre, et je vous donnerai peut-être derrière ma réponse, vous comprendrez peut-être le sens de ce que je vais développer. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit bravo, vous venez dans un environnement où c'est un peu le monopole, donc voilà, vous allez donner de l'innovation, etc. Effectivement, c'est ce qui a eu lieu. Et le tout premier à gagner dans notre arrivée, c'est le consommateur, je pense. Le consommateur a vu de l'innovation, a vu différents produits, a pu sortir un petit peu de sa zone à lui, peut-être de confort. Cette monotonie, disons les termes. Ce sont vos mots. Monotonie de consommation. Ce sont vos mots. Et probablement qu'effectivement, plus le panel est large, plus le consommateur peut avoir son choix. Quelquefois, au niveau de certains ministères, on nous dit « mais vous n'êtes pas en concurrence, vous êtes en duopole, vous n'êtes que deux ». Et c'est là où peut-être je vais resituer votre question de tout à l'heure, où vous me disiez, mais est-ce que la concurrence est saine, etc. Je pense que la concurrence est saine. Cependant, chacun veut lutter aussi quelque part pour son territoire, pour sa part de marché, comme on appelle ça dans notre jargon. Et cette part de marché, c'est ce qui nous permet finalement de nous développer, de pouvoir croire à l'avenir aussi, pour pouvoir investir. Nous investissons dans l'avenir par rapport à la croyance dans l'avenir. Vous comprenez le sens de cette question-là. Donc, pour croire dans l'avenir, il faut se développer. Et aujourd'hui, une des difficultés du Congo, c'est que nous sommes rentrés je ne dirais pas en récession, mais en grosse crise économique depuis 2015. Donc, nous sommes, arrivés dans un environnement, le pire, un environnement économique et financier en crise. Donc, se développer et arriver pour créer une nouvelle activité, c'est peut-être quelque part la pire des situations. Parce que ce qu'on appelle le panier de la ménagère a de plus en plus difficile. On voit certains produits qui augmentent, etc. Et donc, du coup, nous sommes arrivés dans une situation où le revenu global du marché bière n'a pas augmenté. D'accord. Notre progression, nous avons dû le faire, finalement, sur les parts de marché que nous avons pris à la concurrence. Et donc, les capacités des uns et des autres de production, les capacités du groupe Castel et de Bralico ici au Congo, les capacités de Brasco en face de nous, je parle des deux parce que ce sont les deux acteurs brasseries locales, donc en production locale, les outils de production de ces deux brasseries sont adaptés à pouvoir évoluer. Nous avons des capacités installées de progression. À produire plus? À produire plus. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est le marché. Le marché ne consomme pas plus. Le marché est là, donc vous avez un nombre de consommateurs, vous avez un pouvoir d'achat, et derrière ce consommateur et ce pouvoir d'achat, mais vous avez des habitudes de consommation. Aujourd'hui... Qui n'évolue pas, pour l'instant. Qui n'évolue pas pour l'instant, parce qu'il y a un niveau démographique qui est celui-là, il y a un niveau économique qui est de plus en plus difficile, et donc le consommateur lui-même,
Je dirais peut-être que même il y a 10 ans, s'il avait envie de prendre 2 ou 3 bières le soir en rentrant, mais il n'en prend peut-être plus qu'une aujourd'hui, avec les difficultés économiques. Et donc, cette arrivée dans un environnement difficile a fait que nous avons progressé, nous avons grandi, nous avons, je pense, participé à faire grandir cette vision que nous avions de devenir leader sur le marché brassicole, mais c'est au détriment des parts de marché prises à la concurrence. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, qui était, y a-t-il la place pour un troisième acteur aujourd'hui? Oui. Je ne vais pas vous répondre directement, bien que je puisse le faire. Vous avez envie d'entendre ma réponse. Moi, je vous dirais non. Pourquoi? S'il y avait la place pour un troisième acteur, ça voudrait dire que nos brasseries aujourd'hui n'ont pas fait l'effort d'investir pour avoir des capacités de production. Oui. Et donc, un troisième acteur ne viendrait que encore prendre une place dans le marché actuel qui n'était pas en progression. Donc, dans vos parts à vous. Dans nos parts de marché. Et donc, affaiblir finalement un tissu économique du secteur brassicole qui a investi dans l'avenir, qui a cru dans l'avenir et pour se préparer aux 6 prochaines années pour l'arrivée de la SLECAF. Nous sommes en contact fréquent, régulier avec le ministère de l'Industrie qui nous soutient beaucoup d'ailleurs et on les en remercie. Et donc nous avons investi beaucoup. Nous avons investi énormément pour préparer cet avenir. D'accord. Nous sommes prêts. Nous avons des capacités de production. Et donc nous n'attendons que derrière l'ensemble des activités commerciales que nous réalisons, marketing, vous avez parlé de soutien au paysage finalement audiovisuel. Oui, audiovisuel, nous avions culturel, commencé, vous vous souvenez très bien, avec les programmes des ambassadeurs, les ambassadeurs, oui, qui ont continué. Vous accompagnez beaucoup la jeunesse. Merci. Non, mais ça, on l'affirme. Et donc tout cela a contribué à nous faire connaître, à continuer à ce que l'affectivité du consommateur soit liée à la qualité de nos produits, mais également finalement, un peu derrière tout ça, aux actions de Bralico, derrière ce qu'on appelle souvent nos actions sociétales. Oui. Mais finalement, c'est un petit peu tout ça qui a lié le consommateur au développement de l'activité brassicole au Congo. C'est vrai. Monsieur Ferraille, le prix de la bière a augmenté. Alors, c'est une question à 2 temps. Pourquoi et comment Bralico fait face à cette augmentation de prix? Les prix des boissons, globalement, ont augmenté. D'accord. Ces 2 dernières années. Ce n'est pas un phénomène tout à fait récent. C'est depuis 2 ans, les prix des boissons ont augmenté. Mais si vous vous calquez, si vous regardez ce qui se passe ailleurs sur le prix d'autres denrées, le prix de la bière, finalement, a très peu augmenté. Les 2 dernières années, nous avons connu des événements particuliers. Nous avons connu la guerre en Ukraine, je ne vais pas la rappeler. Les conséquences de ça, c'est que l'Ukraine était ce qu'on appelle le grenier des céréales européennes. Oui. Et donc, le malt, qui est la matière essentielle à la fabrication de la bière, a pratiquement doublé. Vous avez les crises énergétiques. Derrière la crise énergétique, vous fabriquez des bouteilles. Les bouteilles, aujourd'hui, coûtent 2 fois plus cher. Quand je vous dis 2 fois plus cher, il peut y avoir des images. Et on peut se dire, non, c'est vraiment 2 fois plus cher. Les bouteilles, en 2020, coûtait 2 fois moins cher qu'aujourd'hui. Une bouteille aujourd'hui, vous la payez pratiquement 400 francs à l'achat. À l'achat. Quand hier, vous la payez 180 francs environ. Donc vous voyez, tous ces prix-là ont augmenté. Et donc, l'industrie brassicole, jusque maintenant et jusque-là, avait fait ce qu'on appelle un petit peu le gros dos. On avait essayé de supporter le maximum ce type d'augmentation des matières premières. Oui. Mais on a dû se préparer, et il est logique, à l'augmentation aussi de certaines taxes qui sont logiques. Certains n'ont pas compris l'augmentation quand on parle de droits d'assises dans notre secteur d'activité, mais c'est tout à fait logique. Le Congo était le seul pays qui avait voulu aider d'une certaine manière la production locale en laissant le droit d'assises à un niveau bas de 10 à 12% dans le passé. Et depuis 2 ans, on a dû augmenter ce droit d'assises jusqu'à aujourd'hui, l'augmenter en 2025 à 25%. C'est quoi le droit d'assises ? Le droit d'assises, le droit d'accise, c'est une taxe qui est placée sur certains produits, en l'occurrence, qui sont censés être placés sur des produits, on va dire, dont l'exagération, dont la prise, dont la consommation excessive pourrait être considérée comme nuisible à la santé. D'accord. Vous avez les alcools, vous avez aussi les boissons trop sucrées pour le diabète, etc. Et donc vous avez un droit d'assises, vous avez ça sur les bijoux, sur les articles de luxe également. Donc le droit d'assises, c'est une taxe communautaire, c'est pas une taxe que le Congo a décidé de mettre en place. Et donc le Congo a dû s'adapter en ayant voulu dans le passé soutenir cette production locale, en ayant un droit d'assises restreint à 10 ou 12%, il a été contraint, le Congo, à augmenter son droit d'assises sous la contrainte aussi de la CEMAC, qui donne des directives communautaires, et nous étions le seul pays à avoir des droits d'assises très bas. Donc,
le Congo n'a pas eu le choix. On s'est concerté avec le gouvernement pour voir comment nous pouvions anticiper et faire passer ce genre de dispositions, que ce soit les augmentations des matières premières, les dispositions des lois induites par les règles communautaires. Comment faire passer cela également correctement, en douceur, de la manière la plus adoucie possible et la plus lissée possible. Et nous avons pris l'engagement donc de faire des augmentations, ce qu'on a appelé de manière progressive, pour ne pas agresser trop le consommateur. Mais il est évident que si vous regardez les prix des bières dans nos pays voisins, une bière de 50 centilitres, vous la trouvez une bière de 50 centilitres dans les pays voisins, vous la trouvez à 600, 650. Une bière de 65, vous la trouvez à 700, 800 francs. Vous allez voir au Gabon, au Cameroun ou ailleurs, je ne vous parle pas des pays enclavés aujourd'hui comme la Centrafrique, vous avez la bière à pratiquement 1000 francs. Et donc, c'est logique d'avoir suivi un équilibre financier. Une brasserie, c'est une entreprise également. Derrière le suivi des taxes communautaires, la brasserie a dû s'adapter pour suivre un équilibre économique. Et comment vous adaptez ? Tout acteur économique doit trouver une rentabilité dans son activité, pour investir sur le futur. Et donc, cette activité économique dit qu'aujourd'hui, pour trouver une bière de qualité, une bière répondant aux normes et aux standards internationaux, une bière en 50 centilitres doit coûter 600 francs. Une bière en 65 centilitres, puisqu'il y a une quantité supplémentaire, doit coûter 700 francs. C'est en fait les standards internationaux qui nous ont conduits, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais logiquement, à adapter le prix des bières au Congo, où nous avions été habitués dans le passé à avoir une bière standard à 500 francs. Mais je dirais c'était le passé avec un environnement économique et sous-régional qui était différent. Aujourd'hui, trouver une bière en 50 centilitres à 500 francs, soit la qualité ne suivra pas, soit ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, derrière ça, je pense que nous nous étions préparés avec le temps, en adaptant nos formats et en adaptant notre référentiel de prix pour que le consommateur aujourd'hui ne soit pas totalement perturbé. Nous souhaitons et nous prônons pour une économie circulaire. Le secteur des brasseries au Congo souffre encore aujourd'hui du fait que nous achetons 80% de nos matières premières viennent de l'étranger. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'agriculture, parce que là, nous prônons la diversification effectivement économique, etc. C'est très bien, mais il faut qu'il y ait des lignes directrices qui soient bien cadrées et il faut qu'il y ait des efforts aussi à la fois du secteur public et des entreprises. Le secteur public doit attirer les entreprises agricoles ou agroalimentaires pour venir investir au Congo. Mais est-ce que vous, les brasseries, ne pouvez pas vous-même investir dans cette industrie agricole, justement ? Alors, vous devez savoir... Ça vous permettrait justement d'avoir de la production sur place, au lieu d'importer à chaque fois. Il faut savoir deux choses. C'est que, comme on dit souvent, trop embrasse mal étreint, dans une expression, mais notre métier, c'est quand même de faire de la bière. Donc, faire de la bière, planter du maïs, planter du sorgho, ce n'est pas le même métier. Ça, premièrement, il faut le savoir. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, et nous le faisons d'ailleurs, investir dans ce secteur-là. Vous posez une question au directeur général de Bralico, qui fait partie du groupe Castel. Oui. Mais il faut savoir que derrière le groupe Castel, il y a également la filière agricole, agronome, qui est la filière maïs et farine, et également sucrerie. Nous avons, vous connaissez quand même, je pense, la Saris au Congo. La Saris au Congo, oui. Mais la Saris au Congo et Bralico, ce sont deux filières du groupe Castel. Donc quand vous nous posez la question, est-ce que vous investissez dans ce secteur-là ? Je vous ai parlé du meilleur employeur au Congo. Le premier employeur sont les sucreries. Le groupe Castel investit au Congo, bien avant Bralico d'ailleurs, dans l'activité sucrière, qui est justement de produire du sucre au Congo, localement, avec énormément de contraintes. Avec les contraintes de mécanisation qui sont compliquées, avec les contraintes des infrastructures qui sont compliquées, et où nous nous retrouvons forcément en concurrence pratiquement, là j'ai envie de dire déloyale, vu les environnements, avec du sucre qui vient du Brésil, qui est quasi à 30% moins cher, parce que les conditions énormes de fabrication du sucre dans des pays plus larges sont différentes. Et donc nous luttons aussi pour justement pouvoir développer ces pans de l'agriculture, et Saris a investi justement dans pratiquement 2000 hectares de plantations de maïs, parce que dans le secteur de la brasserie, l'élément essentiel, c'est le malt. Le malt. C'est le malt. Mais vous pouvez remplacer une partie du malt par le grits de maïs qui vous apporte de l'amidon, et l'amidon avec le sucre qui permet en fait au processus de fermentation
de pouvoir créer l'alcool. Ça reste la même qualité. Ça reste la même qualité jusqu'à un certain niveau. Il ne faut pas exagérer. Ah, d'accord. Et peut-être que certains pourraient être tentés de mettre trop de maïs pour pouvoir, sur base des coûts, c'est plus économique. Et évidemment, il ne faut pas aller trop loin parce que l'essentiel pour la fabrication de la bière, c'est quand même le malt. C'est le malt. Mais le peu de maïs qu'on pourrait utiliser, ben, nous ne pouvons pas le trouver localement parce qu'il n'y a pas de producteurs de maïs qui se sont organisés, soit en confédération, même en collectivité, en coopérative ou en coopérative, pour pouvoir justement améliorer leurs conditions de travail. Et la SARIS, justement, essaie d'accompagner certains fermiers, certains cultivateurs de maïs pour les faire travailler ensemble, pour fédérer autour d'une petite collectivité l'allocation ou l'acquisition de certains matériels de mécanisation pour augmenter et améliorer leur rendement. D'accord, mais tout ça reste encore à des échelles un peu trop vivrières. D'accord, mais est-ce que le peu de récolte de maïs qui est sur place est utilisé par la brasserie ? Le peu de maïs qui est sur place est quelquefois utilisé au maximum par la brasserie. Mais il y a aussi un phénomène, après, le cultivateur qui vend son maïs, il le vend à la brasserie. Mais s'il trouve un meilleur acheteur avec un prix un peu plus élevé... À l'étranger ? Non, même localement, pour pouvoir donner un aliment de bétail pour l'élevage des porcs. Donc, on n'a pas encore cette notion professionnelle et cette culture du paysan qui est de se mettre dans une filière, de pouvoir aller investir dans le maïs en s'imaginant développer des centaines, voire des milliers d'hectares en contrat avec une brasserie ou avec le producteur de grits de maïs aujourd'hui. D'accord. Sinon, il y a énormément de potentiel. Mais je suppose que cette question, vous l'avez déjà abordée au niveau de Unicongo, et puis voir comment vous pouvez plus ou moins pallier à ce problème. Parce que si on ne peut pas... Les réponses sont claires. Oui. Mais les réponses sont claires. Il faut effectivement de l'investissement. Oui. Lourds investissements. Oui. Et dans le secteur agroalimentaire, les investissements sont de très long terme. Déjà, dans l'industrie brassicole, les investissements sont sur plusieurs années. Vous ne rentabilisez pas une brasserie en 3 ans. Vous rentabilisez une brasserie, on compte souvent en décades, donc en 7, 8, 10 ans pour rentabiliser un investissement. Les investissements de départ sont très, très longs. On ne rentabilise pas une brasserie après 3 ans ? Non, c'est impossible. Dans le cadre d'une évolution des volumes et de la croissance, vous avez un niveau standard, un niveau de ce qu'on appelle un seuil de rentabilité. Tant que vous ne l'atteignez pas, vous ne pouvez pas... vous êtes en résultat négatif. Mais ça peut paraître aberrant, mais c'est normal dans le développement d'une industrie. On fonctionne pendant quelques années, je dirais, en croissance et en certains niveaux de perte qui vont être équilibrés par la suite lorsque le seuil de rentabilité est dépassé. Mais dans le secteur agricole, c'est des investissements très, très lourds et très longs. La rentabilité est affectée par les conditions climatiques. La rentabilité est affectée par les conditions générales qui fixent quelquefois le prix du blé ou de l'orge et aussi du maïs. Et donc, toutes ces conditions-là sont difficiles. Et un cultivateur, aujourd'hui, ne comprend pas ces notions-là. Et un industriel, il faut un industriel suffisamment solide pour venir investir. Mais il n'investit pas seul. Il investit avec, justement, un cadre législatif aussi qui lui permet d'investir. Et donc ça, je pense que c'est encore en gestation. Je suis confiant parce que derrière les mots de diversification, l'agriculture doit prendre une place très importante dans cette notion de diversification de l'économie. C'est vrai. Donc vous citez à l'instant les points sur les solutions, sur l'amélioration de cette industrie agricole. Vous avez dit les capitaux, donc l'investissement. Et puis également, c'était que les 2 points, c'est ça ? Les capitaux et l'expérience, bien entendu, donc d'un groupe qui a l'expérience pour savoir comment et où il faut investir. D'accord. Et je parlais aussi du cadre législatif, donc de l'accompagnement dans des mesures incitatives pour inciter les investisseurs à investir dans le monde agricole. Parfait. 10 ans passés dans l'industrie brassicole au Congo, quel est le bilan de M. Frédéric Ferraille ? 10 ans déjà ? Oui, déjà. Oh, vous avez raison. 10 ans en septembre, effectivement, que je suis au Congo. Le bilan, en fait, il ne peut être que positif. Il ne peut être que positif sur le plan personnel d'abord. Mon fils qui a 20 ans fait ses études aujourd'hui de marketing en Belgique, mais a fait son collège-lycée ici et a passé une jeunesse et une adolescence parfaite. Un environnement personnel qui nous a permis de nous développer également. Difficile au début. Très difficile au début, parce que nous arrivions quand même dans un environnement, comme j'ai cité tout à l'heure, un peu monopolistique, où on n'attendait pas trop une petite brasserie au départ. Donc, sur le plan
des contacts et des relations. On préférait aller avec celui qui avait le monopole, comme ça, on évitait de se dire, si on va un petit peu avec la concurrence, on va nous regarder autrement. Donc l'environnement interpersonnel était un peu difficile les 2 premières années, mais après c'est tout à fait assaini, et j'ai des très bons amis d'ailleurs au Congo. Et sur le plan professionnel, les 10 ans, moi je ne peux tirer un bilan très, très, très positif. Je pense que vous l'avez dit vous-même, vous avez des produits que vous aimez, vous les avez appréciés et vous les aimez parce qu'ils sont de qualité, parce que nous avons pu les imposer aussi quelque part dans le paysage audiovisuel, donc dans la communication culturelle et culturelle. Oui. Et donc le bilan il est positif, il est très très positif. Et nous avons aussi développé une industrie brassicole, une entreprise qui s'appelle Bralico, qui se veut une marque employeur aujourd'hui, qui emploie 1100 personnes, comme je l'ai dit, et qui, quelque part, se prône un développement pour les 10, les 20, les 30 prochaines années. Nous n'avons pas pu avoir le privilège d'être là depuis 50 ans ou plus. Nous sommes là depuis 10 ans. Mais vous avez réalisé beaucoup de choses. Nous sommes quand même là depuis 10 ans. Oui. On a réalisé en 10 ans. On a dû courir. Vous connaissez le sprint. Oui. Donc, quand on ne peut pas faire le marathon, on fait le sprint. On a dû courir. Et je pense que la course a été gagnante. On est arrivé sur le peloton de tête, et aujourd'hui, on espère que les 10, les 20 prochaines années vont encore être très, très intéressantes et fructifiantes pour Bralico, mais aussi et surtout pour le consommateur, parce qu'il y a un dicton qui dit « le client est roi ». Notre vrai client dans nous, c'est le consommateur. C'est le consommateur. Quels sont vos plans pour le futur? 10 ans après, vous pensez à quoi? Faire encore 10 ans ici. Encore? Alors, travailler dans un groupe Castel, un groupe familial comme le groupe Castel, c'est vrai que c'est peu commun de faire 10 ans dans un pays, parce que quand on est manager et à la tête d'une entreprise, on a toujours peur de se retrouver dans la zone de confort dont j'ai parlé au début. Donc, les actionnaires préfèrent sortir quelqu'un avant qu'il ne rentre trop dans sa zone de confort, pour ne pas l'installer dans une zone de confort, et puis après, que les efforts ne soient plus les mêmes, que les perceptions des efforts à faire, des progressions, de l'anticipation et des innovations ne soient plus perçues de la même façon. C'est vrai. Donc, 10 ans, je peux dire que ce qui nous caractérise, c'est d'avoir toujours œuvré pour innover, pour réagir proactivement dans l'anticipation vis-à-vis du besoin du consommateur. Il est évident que dans un groupe comme le nôtre, puisque c'est un groupe qui est situé dans 22 pays, une mission probable m'attend, une mission certainement de développement d'un autre pays ou d'une autre filiale, et je pense imaginer que ce sera une mission vers l'extension du groupe Castel sur d'autres territoires. Donc j'espère avoir de bonnes surprises bientôt. Comment ça se passe, les mutations au sein du groupe Castel? Vous le mentionnez à l'instant, mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez un nombre d'années? Est-ce que vous avez des objectifs? Une fois que c'est j'ai envie de dire, c'est réalisé, on vous change de pays, de poste? Comment ça se passe, les mutations? Alors, très clairement, vous avez soit M. Castel ou le DG, M. Grégory Clair, qui vous appelle et qui dit « Monsieur Ferraille, vous allez là-bas, vous êtes d'accord ?» En général, vous dites oui. C'est vrai. Aussi simple que ça. Blague à part, c'est un peu une image, mais en fait, on affecte ou on mute les directeurs généraux aussi par compétence, je pense, et par affinité. Vous avez des directeurs généraux, chacun son profil. Vous avez un directeur général qui a peut-être un profil plus financier, plus d'optimisation des coûts et des charges, qui va peut-être aller dans une filiale où il y a moins de concurrence, qui va essayer d'optimiser plus le bas du bilan pour pouvoir se projeter dans une croissance. Mais si la croissance sans concurrence est basée uniquement sur l'aspect démographique, eh bien, vous allez devoir optimiser plutôt votre performance. Et vous avez des profils peut-être plutôt comme les miens, qui sont basés plus sur un développement, sur un ADN commercial à se développer, malgré ma formation industrielle. Mais mon ADN est purement vers le développement. Donc, il est probable qu'on va me proposer une mission de développement. D'accord. Donc, de prendre un pays où nous avons une part de marché soit plus faible ou soit non existante, pour le développer et le faire croître. D'accord. Avec la même vision de devenir leader de l'industrie brassicole. C'est selon les profils, alors? C'est vraiment selon les profils. Oui. D'accord. Mais vous, quand vous voyagez, quand vous êtes muté dans un autre pays, c'est vous et votre famille? C'est moi et ma famille, effectivement. Alors, comment vous vivez ça personnellement? Je vais remettre la question vers ma famille, parce que moi, personnellement, effectivement, on est muté, comme vous l'avez dit, dans un cadre professionnel. Donc, c'est d'abord le professionnel qui prend le dessus, et ce sont les challenges qui nous sont proposés qui prennent le dessus. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir une famille effectivement assez soudée. Ma fille a 30 ans, elle vit aux États-Unis. Mon fils a 20 ans, il finit ses études en Belgique dans le secteur marketing.
ma femme, j'ai de la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui me soutient, qui m'aide, qui quelquefois me dit aussi souvent de rationaliser mes engagements, parce que je vous ai dit que j'étais belge, Oui. avec la bière dans le ventre et dans le biberon. Et en plus, je travaille dans cette industrie. Donc évidemment, la passion elle est là. du oui. secteur, la passion du produit déjà prend souvent le dessus. Et on est attiré par le développement, on est attiré pour toujours aller chercher plus loin, aller chercher encore plus. Donc, mais cet environnement familial, moi, me donne beaucoup d'équilibre entre le professionnel et le familial. Et cet équilibre-là, évidemment, un manager, un directeur général a besoin d'un équilibre pour se sentir bien, se sentir la tête sur les épaules par rapport à tous les challenges qu'il a au quotidien. Ce sont des challenges de management, de développement, on l'a dit, mais aussi challenge ici avec l'administration, etc. Il y a de nombreux challenges, évidemment. Et cet environnement familial, il est très, très important. 54 ans, on a beaucoup quand même d'expérience derrière et on a encore énormément à donner. C'est vrai. Et donc, c'est ce qu'on va donner demain qui est encore plus important. Ouais. Quand on est directeur général d'une société comme Bralico, qui est la filiale congolaise du groupe Castel, il faut être un bon communicant, non? Parce que vous êtes tout en contact avec le gouvernement, vous devez, j'ai envie de dire, vous servez d'intermédiaire sur des sujets, sur certaines discussions. Vous devez être aussi bien défendre les intérêts du groupe Castel, mais également avoir la réalité congolaise ici et transmettre le message du groupe. Comment vous gérez ça, votre rôle de communicant et d'intermédiaire? Alors, nous sommes à la direction générale, on est le trait d'union entre l'actionnaire et les réalités locales. Oui. Quelles soient les réalités locales liées au fonctionnement de l'entreprise, derrière les résultats de l'entreprise, derrière l'actionnariat, l'actionnariat, je l'ai cité, non, et derrière les relations avec le gouvernement, bien entendu. Donc, c'est ce trait d'union-là qui est quelquefois difficile à jouer parce que l'actionnaire va avoir des desiderata, des envies, des projections. Des recommandations, oui. Et puis, il y a effectivement le monde local, la réalité que l'on véhicule au travers de notre vécu. Et c'est important dans notre rôle d'avoir effectivement un message qui est un message réel, un message effectivement qui se transmet au niveau de l'actionnaire de façon la plus fluide mais la plus transparente possible pour ne pas faire rêver des choses qui ne sont pas atteignables, mais c'est également inversement un message qu'on est en train de véhiculer en relation avec le gouvernement, puisque de par nos expériences à l'étranger et dans les 22 pays, on peut apporter également dans cette relation et cette communication avec le gouvernement des points positifs de voilà comment ça se passe ailleurs. Voilà, je parlais du droit d'assises, c'est un des meilleurs exemples. J'étais un des fervents défenseurs finalement de soutenir le gouvernement dans l'application de ces droits communautaires, parce qu'à un moment donné, on allait être obligé de le faire. C'est vrai. Sinon, on ne serait pas dans la CEMAC. Et donc, le Congo l'a fait. On a aussi conseillé le gouvernement dans ce cadre-là. Et au final, aujourd'hui, on avance. Et on se tourne vers l'avenir. Le monde brassicole était tourné depuis 3-4 ans, avec chaque année des discussions. On est obligé d'augmenter le droit d'assises. On est obligé d'augmenter le droit d'assises. Et finalement, le monde brassicole semblait y être opposé. On n'y était pas opposé. La seule chose, c'est qu'il fallait trouver un calendrier pour le faire. On l'a trouvé. Donc, on a servi également, finalement, d'intermédiaire dans cette communication avec le gouvernement. Donc, cette relation d'intermédiaire peut quelquefois être une forme de fusible. Oui. Et c'est là où il faut faire attention aux positions que l'on prend, que ce fusible ne nous saute pas à nous mêmes en application de l'application de votre fonction. Mais je pense qu'on a bien géré cet aspect-là au Congo. Et je remercie d'ailleurs les relations avec les autorités. Je remercie aussi forcément les actionnaires qui m'ont fait confiance, parce que c'est une question de confiance. Parler de comment se passent les mutations. Si je suis ici depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu une énorme confiance dans la vision et dans les stratégies que nous mettions en place pour finalement développer. Et donc, c'est finalement un peu le message que je donnerai aussi à tous les agents de Bralico. C'est ce message d'encouragement, de merci aussi finalement à tous les employés d'avoir fait confiance à sa direction générale, derrière sa vision, derrière la mise en place des différentes stratégies pour croître, pour avancer. On a fait 10 ans. Et je pense que 100% des employés savent qu'ils peuvent espérer sur Bralico pour faire les 10 et les 20 prochaines années sans problème. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune qui aimerait aussi caresser cette carrière, être ambitieux dans la vie, se dire moi aussi j'aimerais faire carrière? Peut-être pas comme M. Ferraille, mais j'aimerais entrer dans ce milieu professionnel. Pourquoi pas comme M. Ferraille? M. Ferraille n'est pas un génie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je pense que malheureusement, tout le monde ne vient pas avec les mêmes chances dans la vie. Ça, c'est un peu un problème. C'est une réalité. C'est une réalité, donc il faut savoir, il faut le savoir. Mais c'est pas parce qu'on ne vient pas avec les mêmes chances dans la vie qu'il ne faut pas garder espoir et qu'il ne faut pas se battre. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Il y en a qui viennent avec beaucoup de chance et qui ne savent pas profiter de leur chance et ils la gâchent.
Il y en a qui viennent avec peu de chance et qui font des carrières extraordinaires. Et je pense que tout ça est lié par un engagement. On a parlé de l'humilité, c'est peut-être une forme d'attitude et de valeur qu'on prône, mais l'engagement est... Moi, je dis souvent, j'ai une expression qui dit dans notre métier, on travaille avec les tripes. Travailler avec les tripes, ça veut dire qu'on se les engage et on met les tripes sur la table pour pouvoir défendre nos convictions et avancer. Ce qui pêche aujourd'hui dans la plupart des jeunes, c'est la loisiveté. On n'a pas de boulot, mais on va rester à la maison, on va rester derrière la télévision. Si papa et maman peuvent quand même subvenir un petit peu, on va se contenter de ça. Et ce qui pêche aujourd'hui dans la jeunesse, c'est cette loisiveté de ne plus y croire, de ne plus croire dans l'avenir, de ne plus se battre. Il faut proposer, il faut avancer, il faut pouvoir se présenter, il faut aller frapper aux portes. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Et c'est vrai que c'est quelquefois décourageant. Mais je pense que ce qui pourrait manquer à la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne pas se liguer aussi en jeunes, dans un mouvement de jeunes aussi, pour pouvoir justement, pourquoi pas se monter des coopératives. Il y a énormément de besoins dans l'agriculture. C'est vrai qu'il faut des financements, mais que les jeunes se mettent derrière une coopérative pour pouvoir aller chercher des financements. Il y a des financements, même des entreprises comme les nôtres, dans le cadre de notre développement sociétal, nous pouvons accompagner certains types de projets. Et donc, la conclusion, c'est que la jeunesse, qu'elle soit plus nantie ou moins nantie, avec moins de chances potentiellement, il faut qu'elle s'engage et qu'elle se donne les moyens aussi dans son propre caractère, dans son propre développement interpersonnel, de pouvoir y croire. C'est pas toujours facile, mais sans ça, évidemment, la loisiveté va vous faire décliner et va vous laisser rester dans votre fauteuil sans rien faire. Très bien. Monsieur Frédéric Ferraille, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cet entretien exclusif. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à vous.